Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey et ceci est un podcast principalement dédié à mes créations de tricot. Bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien. Merci beaucoup de me retrouver pour ce nouvel épisode. J'ai des petites choses à vous montrer, donc j'espère que ce sera un épisode qui va vous plaire. Voilà, je suis déjà en train de me demander ce que je dois dire. Donc, oui, j'ai un petit peu de projet à vous montrer, mais aussi 2-3 petites choses dont j'avais envie de vous parler. Donc, on va s'organiser comme ça. D'abord, petite annonce. Je publie cet épisode le 1er juin, donc c'est mon anniversaire, voilà, bravo, merci. Et donc je voulais juste vous dire dès le départ que j'organise une promotion sur tous mes modèles à l'occasion de mon anniversaire, du coup, voilà. Donc tous mes patrons disponibles sur Ravelry sont actuellement à moins 28% avec le code 28. Voilà, donc vous avez les détails en description et c'est valable sur absolument tous mes modèles, y compris le dernier que je viens de publier et dont je vais vous reparler dans un instant, puisque j'ai une sortie de patron à vous annoncer en plus. Je voulais aussi vous montrer 2 en cours, dont un nouveau. Je voulais vous montrer 2 jolies laines en profitant pour faire un petit point sur le non-superwash, les qualités de fibres, tout ça. Juste une petite discussion à ce sujet. Et on fera aussi le petit point Patreon puisque c'est un nouveau mois et que ce mois-ci sur Patreon j'ai décidé de parler fibres estivales. Enfin j'ai décidé. Comme si j'avais décidé. Non, c'est un sujet qu'on m'a beaucoup demandé et j'avais pas du tout pensé parce que c'était pourtant quelque chose de très logique et d'hyper intéressant. Donc à la fin de l'épisode je ferai un petit point sur le thème du mois sur Patreon. Donc voilà, je vais commencer. Vous trouvez tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si un passage ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à regarder ça et à sauter jusqu'à un endroit qui vous intéresse. Je mets aussi les liens de tout ce dont je parle ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux, mes patrons sur Ravelry et ma page Patreon. Voilà. On va commencer avec une nouveauté que je viens tout juste de publier sur Ravelry et c'est le petit gilet que je porte. Il s'agit du gilet Juni. Donc c'est mon patron d'anniversaire en quelque sorte. J'ai décidé, alors je l'ai un peu fait à l'envers l'année dernière, mais je sais pas, j'ai envie du coup pour mon anniversaire d'essayer de sortir un patron un peu simple, un peu frais, je sais pas, voilà, un patron accessible aux débutants mais avec des petits détails intéressants, plus facile à designer et donc à un prix un petit peu différent. Je me rends compte que j'ai jamais trop parlé de mon système de prix. Bon, si ça vous intéresse pas, sautez. Mais j'ai en gros 3 prix différents pour mes patrons que je détermine en fonction de la difficulté à designer le dit patron. Tout simplement parce que ça me prend moins de temps de travailler sur un modèle d'accessoire, un petit accessoire ou un châle qui n'est pas gradé, que de travailler sur un modèle de gros pull à grader en 10 ou 12 tailles, éventuellement avec des motifs, etc. Donc ces 3, on va dire ces 3 gammes de prix, généralement ce qu'il se passe c'est que tout ce qui est petit bonnet, moufles, chaussettes, c'est dans la première gamme, la plus basse. Au milieu on a les gros accessoires, donc plutôt les châles, les cols avec des petites techniques, ou éventuellement des chaussettes ou des bonnets ou quelque chose qui serait particulièrement difficile
pour l'instant ça n'a pas été le cas, donc voilà, là c'est juste les châles au milieu. Et la troisième, disons, gamme de prix la plus haute, c'est là vraiment les vêtements gradés en plein de taille, etc. Mais ce n'est pas... qu'est-ce que c'est? Alors après la fourmi, nous avons la mouche. Ce n'est pas une vérité absolue en termes de catégorie de patron, puisqu'il arrive que j'ai un modèle de col ou de châle que j'estime être particulièrement simple. Je le vois très vite en fait en fonction du temps que je passe à le designer, et du coup il sera moins cher. Pareil pour les vêtements, voilà, il y a quelques patrons, notamment le Top Nausicaa il me semble, bref, des patrons de vêtements que j'estime être plus simples à designer, et que j'ai aussi envie d'être plus accessible, parce qu'ils sont plus débutants ou parce que je trouve que c'est des bons patrons d'entrée, du coup ils vont pas forcément être au plus haut prix. Voilà. C'est donc le cas du gilet Juni qui, étant mon patron d'anniversaire, est un patron plus accessible en termes de tricot et aussi en termes de prix. Voilà, donc c'est un gilet ouvert, raglant, donc qui se tricote à plat. Forcément c'est un gilet, je me rends compte que ça arrive pas tout le temps, mais parfois sur les gilets, au début il y a toujours un instant d'incompréhension parfois avec certains. On a tellement l'habitude de tricoter en rond que parfois j'ai des testeurs qui ont un problème et qui comprennent pas quelque chose parce qu'ils supposent qu'on tricote en rond. Ça m'arrive aussi, hein, des fois j'ai des gros bugs parce que on a pris tellement d'habitude. Mais voilà, donc c'est un gilet qui se tricote à plat. C'est un raglan, donc avec une encolure assez serrée derrière. Voilà. Et donc c'est un raglan assez lâche avec un petit peu d'aisance, comme j'aime bien. Vous savez que moi, ma hantise, c'est les choses qui sont bien fitées là et qui je n'aime pas. Donc là le raglan est assez lâche, et dans le raglan vous avez des détails de point mousse, voilà, qui du coup se tricotent tout le temps à l'endroit puisque on est à plat et pas en rond. Voilà, c'était là la petite incompréhension avec quelques-uns de mes testeurs au début. Ces lignes de point mousse se continuent ici sur le côté, les deux côtés, donc voilà, vous avez la continuité du raglan. On aime bien faire ça. On tricote, le mien est crop, vous avez ma hanche ici. Évidemment, tout est facilement modifiable. Vous voyez, c'est juste du jersey, voilà, vous avez les petites bandes de point mousse, c'est très simple. Et en bas, vous avez un tout petit motif de dentelle, qui est une dentelle extrêmement simple, vraiment hyper basique. C'est, je pense, un des modèles traditionnels de dentelle le plus simple. À chaque fois que je sors un modèle avec de la dentelle, j'ai toujours la question de est-ce que je vais y arriver? Je ne suis pas expert en dentelle. On est très loin d'un niveau expert sur la majorité. Je crois pas avoir un seul modèle, il ne serait-ce que s'approche un tout petit peu d'un niveau expert, quelle que soit la technique. Là en l'occurrence c'est vraiment hyper simple. Et donc ce motif est repris également, donc on relève les manches, on les tricote en rond, et ce motif est repris également en bas des manches. Voilà, donc moi j'ai choisi de faire une seule répétition de motif. Quand je vous l'avais montré, quand j'étais en train de le tricoter, j'en avais d'abord fait 2 en bas, 2 à la suite. Alors du coup il est juste entre les 2 lignes de point mousse, hein. Il est juste sur les côtés, il n'est pas sur les demi devant, pas sur le dos. Au début j'en avais fait 2. Je trouvais qu'avec mon fil ça rendait pas forcément bien, que la ligne créée, je vais vous montrer sur la manche, ça m'évitera de on se croirait à la messe, hein, debout assis. Je trouvais qu'avec mon fil, la ligne qui est créée ici par les diminutions centrales ici, je trouvais qu'elle ne ressortait pas bien. À cause du type de fil que j'ai utilisé. Donc j'ai décidé personnellement pour mon prototype, et c'est ce qui est écrit dans les instructions du patron, de faire une seule répétition de la dentelle.
mais vous pouvez en faire 2. Vous allez voir que mes testeuses se sont amusées à faire tout ce qu'elles voulaient. C'est ce que je trouve intéressant avec le fait de faire un modèle plutôt simple, avec un détail qui est adaptable. C'est aussi le cas de mon top Nausicaa, que j'avais pas sorti pour mon anniversaire l'année dernière, mais un petit peu après. Mais c'est un petit peu dans le même esprit, en fait, ce sont des... J'ai quelque chose à vous dire sur Nausicaa, ouf, faut pas que j'oublie. Bref, c'est ces patrons de vêtements, en fait, qui ont un détail que vous pouvez faire de plein de façons différentes. Et donc là, le truc, c'est que la dentelle, vous faites ce que vous voulez. Donc vous allez voir qu'il y a des versions test qui l'ont faite tout du long, à partir des emmanchures, tout du long ici, sur le côté. Il y a certaines personnes qui ont ajusté le compte-maille des demi-devants et ou du dos pour pouvoir faire la dentelle aussi. C'est très simple, les répétitions de dentelle sont sur une petite dizaine de mailles, donc vous avez juste à faire des diminutions, des augmentations si vous voulez mettre la dentelle ailleurs. Vous en répétez autant de fois que vous voulez, et sur des fils avec une meilleure définition, comme l'ont fait certains de mes testeuses, j'ai trouvé que 2 répétitions de dentelle, là pour le coup c'était vraiment super joli, et voilà, donc ça s'adapte pas mal en fonction du fil que vous utilisez, en fonction de vos envies. Vous voyez le rendu que vous préférez, et il y a 1 milliard de possibilités différentes sur le placement de la dentelle, sur le nombre de répétitions de la dentelle. Voilà. Ensuite, eh bien, une fois qu'on a fini les manches, toutes les petites finitions du gilet, donc en bas du gilet, le bas des manches, sont en point mousse. Et on relève des mailles le bord de l'encolure pour faire aussi une petite encolure en point mousse. Voilà, voilà. Donc c'est la construction générale du gilet. Moi je l'ai tricoté avec un fil dentelle, donc j'ai utilisé la Yak Single Lace, les petits points parisiens, dans le coloris Guimauve Speckles. J'avais craqué sur ce coloris au Knit It de l'année dernière, 2019. Et j'avais tout de suite su que je voulais en faire un petit gilet comme ça estival. Et du coup il est tricoté assez déjaugé, puisque là on est sur de la dentelle, donc c'est un fil qui a 800 mètres au 100 grammes. Et on est sur un échantillon de fingering classique, donc vous pouvez utiliser soit comme moi de la dentelle si vous voulez avoir un gilet plutôt aéré, très fin, très léger, soit de la fingering classique, et là vous aurez un gilet, tout ce qu'il y a de plus normal. Respire Audrey, respire. Je suis un peu fatiguée. J'ai pris un café mais ça n'a pas aidé. Je disais donc, oui, Yak Single Lace. Donc c'est un mélange de mérino, yak et soie que j'aime beaucoup. Je pense que des mélanges tout doux, classiques, mérino superwash qui se font chez les teinturiers indépendants, je pense que c'est mon préféré. J'ai une étole aussi, mon étole lucarne, qui est un autre de mes modèles, tricoté dans cette même base, et c'est vraiment... c'est hyper doux, ça se bloque extrêmement bien, surtout si vous faites de la dentelle. C'est l'avantage de la single, c'est que ça s'étoffe pas mal. Et du coup, personnellement, moi quand je la bloque, juste je la mets à plat, je pousse un petit peu avec mes mains si besoin, mais j'utilise pas d'épingle, pas de câble, juste elle se met hyper bien toute seule en fait. Donc pour des étoles, des châles en dentelle, c'est super, et pour des petits gilets d'été comme ça, aussi c'est hyper sympa. Voilà, donc c'est Juni. Que vous dire de plus? Bah c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà, c'est vraiment un patron basique avec cette petite dentelle que vous pouvez décliner soit très discrètement comme je l'ai fait ici, soit de différentes façons. Donc je vous avais dit que voilà, mon envie pour ce gilet, c'était vraiment de réussir à avoir un gilet qui ne tombe pas, et qui soit bien ouvert, parce que vous voyez il est pas là quoi, il est bien ouvert, mais qui ne tombe pas. Et mes testeuses ont toutes dit que ça tombait très bien pour elles et que ça ne glissait pas.
Donc a priori ça devrait aller. Je voulais aussi vous dire rapidement, si vous avez une forte poitrine, j'ai une de mes testeuses qui a fait le test, elle voulait qu'il tombe, ben vous voyez là en fait il tombe au milieu de ça, tout simplement, et forcément l'ouverture là est d'une certaine mesure, et si le ratio épaule tour de poitrine est plus grand que le mien, ça peut en fait elle se serait retrouvée avec le gilet un peu trop comme ça, quoi. Et du coup ce qu'elle a fait tout simplement, c'est qu'après la séparation elle a rajouté des mailles pour avoir un nombre, un espacement ici qui est juste d'une quarantaine de centimètres, et pas de 50 en fait. Voilà, donc c'est assez facile à ajuster. Si vous savez qu'en général vous avez besoin de faire des ajustements de poitrine, vous rajoutez des mailles ici, et c'est voilà. Donc la simplicité de la coupe permet hyper facilement que vous puissiez adapter le modèle à vos besoins, à vos envies. Vous pouvez le faire plus long, mes manches sont 3/4, vous pouvez les faire 3/4 ou plus longues. Vous pouvez aussi faire des toutes petites manches, je pense que ce serait joli. Ce serait assez joli de faire juste la dentelle là aussi, faire un petit t-shirt. Voilà, donc un petit gilet tout simple pour l'été, j'espère qu'il vous plaît en tout cas. Ce coloris vraiment des petits points parisiens, je l'ai beaucoup aimé. C'est hyper portable en fait, ce qui n'est pas forcément toujours le cas des coloris à speckles, n'est-ce pas? Mais là c'est hyper discret parce que de loin ça fait juste un vieux rose, mais quand on s'approche, vous avez ces petits speckles rouille, moutarde, charbon. C'est vraiment très joli. Si je vous montre mon dos et que j'enlève mes cheveux terribles, vous voyez un petit peu mieux les différents speckles. Et voilà, voilà pour ce gilet qui, comme je vous le disais, est actuellement à moins 28% pour toute la semaine, en fait, du coup jusqu'à dimanche. Donc la première semaine de juin, c'est valable pour tous mes patrons, le code 28 qui vous donne moins 28%, et j'inclus évidemment celui-ci dans cette promotion. Voilà, qui est tout à fait accessible aux débutants. Le raglan est très simple, pas de tableau cette fois parce qu'il est vraiment tout bête. C'est voilà. Ce que je vous disais, c'est que c'est un modèle qui a été plus non, parce que j'ai dû refaire un peu le dos en fait pour justement que ça tombe bien. J'ai dû le refaire un petit peu, mais parce que j'ai pas fait beaucoup de gilets, et donc c'est pour ça que ça m'a pris un peu plus de temps. Dans l'absolu, ça aurait dû me prendre moins de temps. Je considère que c'est un modèle qui a été plus simple à designer que d'autres de mes vêtements. Du coup, c'est pour ça que le prix est en conséquence. Et du coup, c'est un petit peu un cadeau aussi, en plus de la réduction. Juste d'avoir un modèle plus accessible si jamais vous avez envie de vous lancer dans du tricot de vêtements. Et que vous avez envie d'un petit gilet, soit pour l'été, soit en prévision de l'automne si vous le faites en fingering. Et voilà, donc n'hésitez pas à regarder les versions test du coup qui vont utiliser plein de types de fibres différentes. Vous avez des mélanges coton, vous avez du mérino superwash classique, quelqu'un l'a fait en Coast de Holzgarn il me semble que c'était la Coast. Voilà, plein de choses différentes. Donc voilà pour Juni qui, je l'espère, vous plaira. Et voilà, et j'en ai assez dit. Je vais passer à mes encours. Donc j'ai fini mes encours d'avant. Je vous les remontrerai du coup à l'occasion de leur sortie, parce qu'il y a un de mes modèles et il y a un modèle que j'avais fait en test. Donc je vous les remontrerai plus tard. Et j'ai donc repris mon premier encours. Je voulais juste vous le remontrer pour vous prouver qu'il n'avait pas disparu. C'est un petit peu ça des fois, quand je montre pas un encours pendant un certain temps, parfois je reçois des messages me demandant qu'est-ce qui s'est passé. Ne vous inquiétez pas, ça m'arrive assez rarement d'abandonner un projet. Ça m'est arrivé une fois sur un châle rond
en dentelle parce que le fil ne marchait pas. J'ai toujours envie de faire ce châle, mais il faut que je trouve, je sais pas, il faut que je trouve la motivation, 2, le bon fil. Peut-être que je ferai un autre châle rond un jour. C'est le seul projet que j'ai abandonné. En général, quand je finis mes projets, si ensuite je me rends compte que je ne les porte pas, ce qui m'arrive, hein, puisque j'ai une philosophie de tricot qui est très axée quand même sur la technique en elle-même et le fait de tricoter la chose. Donc il m'arrive assez souvent de faire des projets où même d'avance je sais que je ne le porterai pas parce que c'est pas mon style, parce que enfin voilà, c'est pas, je suis assez classique hein, en termes de style de vêtements en fait. Hein. Mais je les tricote quand même parce que la technique m'intéresse, parce que j'ai envie de voir comment c'est construit, des choses comme ça. Et donc du coup je les donne après les projets, mais je ne m'amuse pas à les défaire. J'ai beaucoup de satisfaction à faire le tricot, peut-être plus qu'à le porter. Voilà, je suis pas dans une dynamique de me faire ma garde-robe tant que ça. Tout en essayant quand même de pas faire des choses pour rien. Voilà, comme je vous le dis, quand je sais que c'est quelque chose que je vais pas porter, je vois à peu près que je pourrais l'offrir à quelqu'un d'autre de ma famille ou de mes amis. Donc les choses ne sont pas perdues. Mais bref, tout ça pour dire que j'abandonne très rarement un projet. Et là, il y avait un pull que j'ai commencé maintenant il y a un certain temps, qui a été mis de côté parce que j'ai été distraite par d'autres projets perso. Mais il s'agit du pull Kulm de Fiona Alice, qui est un patron de Brooklyn Tweed, qui est un pull que j'ai commencé il y a un moment, qui a l'air tout petit, rititi. Alors qu'il est censé avoir plein d'aisance. On verra bien. Mais en fait c'est un pull très texturé qui se tricote en rond du bas vers le haut. C'est un pull à épaules tombantes avec plein de petits jeux de texture. Donc on a un bas qui est fendu dans le dos avec des mailles torse et ces lignes de jeté. Et ensuite la majorité du corps est en point de blé. Donc le point de blé c'est comme le point de riz sauf qu'on... blanc du cerveau, sauf qu'au lieu d'alterner tous les rangs, on alterne tous les 2 rangs, donc vous avez des enchaînements de plus gros points en fait, en point de blé, et au centre un panneau, un jeu en fait de côtes torse qui sont brisées à certains endroits, vous voyez là la différence. Et donc sur les côtés on a aussi une fausse couture avec des mailles torse, et on augmente de chaque côté là pour avoir en fait un corps qui fait un petit peu comme ça un vase. Bref, qui augmente plus on s'approche de la poitrine. Donc j'avais mis sur pause un petit peu le temps de faire d'autres choses, et donc maintenant j'ai fini tous mes autres projets perso et j'y crois à mort, je veux être à 2 en cours. Je me sens tellement mieux quand je fais ça et il faut que j'arrête de diverger et de pas respecter cette règle. Un en cours design, un en cours perso. Il faut que je reste comme ça. Du coup je l'ai repris, c'est mon encours perso du moment et j'ai presque fini les augmentations. Pour ma taille il faut faire 12 augmentations, tous les 6 rangs, quelque chose comme ça. J'ai presque fini et après il faut tricoter jusqu'à une certaine hauteur. Voilà, ça se fait simplement. Je vous en avais parlé au début, il y a certains patrons de Brooklyn Tweed, la façon dont ils sont écrits, c'est compliqué. Enfin c'est pas compliqué, c'est juste que il y a des petites erreurs en fait parce que il simplifie la lecture du patron, mais du coup ça fait des erreurs quand on suit vraiment à la lettre ce qui est écrit. Ça reste très instinctif en fait, puisque ce qu'il faut faire c'est maintenir le motif. Donc on maintient le point de blé, on maintient ce panneau de côte torse, donc une fois qu'on l'a mis en place, il n'y a aucun souci. Ça roule tout seul. Et j'ai vraiment hâte de le continuer et surtout de le bloquer parce que forcément ça va s'étaler un petit peu au blocage. Et j'espère qu'il va avoir la bonne aisance parce que je suis censée quand même avoir 30 cm d'aisance. Hein. Je suis
sur un câble de 80 cm, il me reste à peine 2 augmentations. Ouais. Mais pas mal de projets Ravelry, parce que j'ai pas fait de projet tout en point de blé ou tout en point de riz en fingering. Et du coup j'ai une mauvaise estimation de son étalement au blocage. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. J'espère qu'il sera suffisamment loose. Il me semble que je fais la deuxième taille. Reste là, ne vole pas. Si tu voles, tu vas m'énerver. Mais si tu restes sur place, c'est pas grave. On peut cohabiter, on discute, il n'y a aucun souci. Parle avec les mouches maintenant. Donc, j'espère que le point de blé va bien s'étaler au blocage. J'utilise un fil qui devrait permettre ça, puisque j'utilise un fil à chaussettes Merino Superwash Nylon. C'est un fil de Déborah Les Petites Potions, qui est une teinturière très locale, puisqu'elle habite dans une commune juste à côté de la mienne. Dans ce coloris, qui me semble maintenant s'appelle Amande Grillée, qui est un rouille. Je pense que c'est un rouille parfait. J'ai beaucoup de laine rouille. J'abuse un peu. Voilà, j'ai beaucoup de laine rouille. Mais il y a des nuances, voilà, il n'y a pas toujours le même rouille. Mais celui-ci, je pense que c'est mon rouille parfait. Je l'aime énormément. Et donc c'est un mélange Merino Superwash Nylon, donc ça a tendance à s'étirer un petit peu, à s'assouplir beaucoup, à être un peu lourd en vêtements, donc ça peut s'étaler davantage, donc j'espère que ça va contribuer à faire en sorte que j'ai la bonne taille. Dans le pire des cas, il sera un peu plus ajusté, pas non plus trop, donc ça devrait aller. Ouais, mais moi non, en fait. Pardon, je lis mes textes en même temps, ça vous va? Comme le téléphone est en mode paysage, du coup je suis obligée de tourner la tête pour pouvoir lire. Les explications hachées par différents événements, n'est-ce pas? Donc, en fait, je pense que j'ai tout dit sur ce pull. Je l'avance doucement, c'est un peu long parce qu'il y a quand même pas mal de mailles, et puis c'est avant-arrière, avant-arrière, avant-arrière. J'aime énormément le rendu du point de blé. Moi, le point de blé et le point de riz, j'aime beaucoup. C'est vrai que parfois, c'est pas très confortable à tricoter, mais là, je sais pas si c'est... Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne très bien? Parce que bon, j'utilise mes aiguilles Aya Aya, c'est les 3,25. Aya Aya Sharp, c'est mes aiguilles préférées pour tout. Et avec le fil, du coup, qui est un fil très doux, très lisse, souple et élastique, ça glisse vraiment bien. Donc même si toutes les mailles, il faut que je passe le fil, hop, moi je tricote avec la main droite. Surtout quand je fais des points comme ça, j'arrive pas. Je sais faire la continentale et je le fais un petit peu des fois quand je fais des longs rangs en droit. Mais alors faire les mailles envers en continentale, ça m'irrite toujours. J'ai essayé les différentes façons, ça ne me va pas. Je suis beaucoup plus rapide avec ma main droite et je n'ai pas non plus pris le temps de m'adapter à la continentale non plus. Hein. Ça me va très bien comme ça. Mais du coup voilà, même en devant passer le fil devant derrière, je sais pas, ça a un rythme, ça glisse super bien, donc c'est vraiment pas désagréable. Et j'aime beaucoup le tricoter. Je vais hyper doucement dessus, genre quand je le tricote sur les 4 heures de ma soirée après que j'ai fini de travailler sur mes designs, je fais quoi? Je fais 2 rangs et demi. Mais je sais pas, c'est un tricot qui me met de bonne humeur. Je pense que ça a beaucoup à voir avec cette superbe couleur. Mais voilà. Donc ça se passe bien et je l'avance tout doucement mais sûrement. Mon deuxième en cours du coup qui est un nouveau projet, un nouveau design. J'ai terminé mon petit top débardeur en dentelle que je vous avais montré la dernière fois. Et donc je passe à un autre top en dentelle. Je pense que ce sera le dernier modèle estival sur lequel je travaillerai, puisque après j'ai plein d'idées, j'ai plein d'idées. Voilà. Mais j'avais... Ah en fait je vais vous montrer mon échantillon.
j'avais une idée de top en dentelle mais quel enfer, voilà, que j'avais très envie de faire. Un t-shirt vraiment tout simple avec la dentelle dans tout le dos. Rien de révolutionnaire, mais j'avais envie de faire ça, surtout que j'avais un motif de dentelle qui me plaisait énormément, celui-ci. Donc j'ai un bel échantillon parce que c'est un modèle que j'ai soumis pour des publications, puisqu'il a été inspiré par un appel à design qui n'a pas été sélectionné. Mais c'est pour ça que j'ai un bel échantillon, parce que vous savez très bien que dans la vraie vie, faire un bel échantillon comme ça, moi jamais. Mais voilà, c'est ce beau motif de dentelle que j'avais envie de mettre dans le dos d'un t-shirt d'été. Là mon échantillon il est en Maison Corlaine, leur base Arts and Craft, donc c'est le mélange BFL bambou. Oui, BFL c'est ça il me semble. Mais je savais que si ce projet n'était pas retenu pour du coup les publications auxquelles je l'ai proposé, je voulais le faire en BC Garn BioBalance, donc qui est un mélange 55% laine et 45% coton, le tout certifié écologique GOTS, GOTS. On est censé dire GOTS parce que c'est pas terrible. Bref. La BioBalance du coup de BC Garn, qui est leur mélange coton que j'aime beaucoup, qui a cet effet chiné parce que le coton prend pas la couleur correctement, comme la laine, qui est hyper léger, élastique, hyper agréable, que j'ai tricoté pour un petit débardeur il n'y a pas si longtemps que ça, et du coup je savais que ce serait parfait pour ce design. Donc c'est le coloris bleu de Nîmes, bleu jean. Il me semble que c'est de Nîmes l'appellation. Et j'ai commencé mon top qui se tricote du bas vers le haut. Et oui, je fais exprès pour vous embêter. Non, c'est pas vrai. C'est juste que pour les tops d'été, je sais pas, c'est beaucoup mieux. Parce que moi, là, ça va être un t-shirt à épaules tombantes. Un peu comme le top Zini qui est en cours de test en ce moment. Celui que j'avais fait multicolore, là, que j'étais pas trop sûre des coloris. J'aime bien les drops, les épauletons, donc les drop shoulders. Ça marche de les faire de haut en bas, mais j'aime pas trop le délire de devoir monter le dos, puis relever, puis faire un petit bout là et un petit bout là, et faire des rangs raccourcis, et ça m'embête. Donc c'est la première raison. Je trouve que les drop shoulders, c'est plus logique de les faire du bas vers le haut. La deuxième raison, c'est que le bas, alors là ça se voit pas trop, un petit peu, le bas de la dentelle est chaloupé et festonné, et ça se voit un peu plus sur l'échantillon bloqué là, et du coup bah ça, la dentelle elle marche du bas vers le haut. Dans l'autre sens, on dirait des petits bonhommes dans l'autre sens. Regardez, là c'est la tête, et là c'est comme, là c'est les bras, et là c'est les jambes. Vous voyez? On veut pas de petits bonhommes dans le dos, on veut une jolie dentelle. Donc, c'est dans ce sens-là. Oh, maintenant j'arrive plus à ne pas le voir. Je vais le voir tout le temps. Quelle horreur. Je me suis auto-pourri mon design, maintenant je vois que ça. Bref, le bon sens de la dentelle, c'est comme ça, avec ces mailles qui font comme ça, là. Et le bord est festonné. Et du coup, bah, ça, je voulais que ce soit en bas du t-shirt. Donc, du bas vers le haut, mais en rond cette fois-ci. Donc voilà, donc j'ai monté mes mailles. Dans le dos, nous avons cette dentelle. Là, je crois que j'ai fait une répétition et demie, c'est tout. Vous avez un petit peu une fausse couture ici avec des mailles en vert. Sur le devant, alors j'ai fait des petits calculs pour essayer, parce que forcément l'échantillon dentelle donne une certaine mesure, donc il me faut un certain nombre de mailles pour avoir la mesure que je veux au dos, mais l'échantillon en jersey va être différent, donc il me faut pas le même nombre de mailles devant que dans le dos. En plus de ça, je voudrais accommoder la poitrine. Du coup, j'ai essayé de faire des petits calculs de ratio, j'espère que j'ai réussi.
à avoir du coup le bon nombre de mailles à la fois dans le haut et de devant pour que ça se mette bien, que ça fasse à peu près la même mesure en passant la poitrine sur le devant. Donc on verra si j'ai réussi ou pas. L'avantage d'utiliser un fil qui a quand même beaucoup de laine, c'est que ça va s'équilibrer si jamais au blocage, si jamais j'ai raté. Mais normalement c'est bon parce que du coup voilà, j'ai fait un ratio en essayant d'avoir 46% et 54% et en accommodant les deux échantillons différents. Bon, j'espère que c'est bon. J'ai pas encore gradé, mais je veux d'abord voir si ça fonctionne pour une taille, et si c'est le cas, après il faudra que j'adapte en fonction, parce qu'on peut pas grader proportionnellement. Bref, des maths. Mais sur le devant, du coup, le devant sera en jersey. Et du coup j'ai fait en bas des petites côtes 3-1, un tout petit peu avant de passer au jersey. J'avais hésité à le faire en jersey en vert, mais je trouvais que c'était trop, et en plus ça aurait fait... soit il aurait fallu tricoter le top de l'intérieur, soit il aurait fallu faire des mailles en vert tout le temps. Et j'aime bien tricoter les trucs de l'intérieur, donc les retourner à l'envers en fait, ou tricoter à l'envers, histoire d'avoir le jersey en vert sur l'endroit. Mais là, ça m'embêtait un petit peu avec la dentelle parce que ça m'inversait mes directions, et du coup voilà, j'étais pas sûre d'avoir envie de faire ça. Donc, mais je trouve que c'est assez joli avec du jersey aussi. Voilà. Donc j'ai pas fait grand chose, donc peut-être que c'est pas très parlant, mais en tout cas c'est à ça que va ressembler ce top, ce t-shirt, et avec cette grande dentelle dans le dos qui ira jusqu'aux épaules. Ne perds pas de maille. Voilà, voilà pour mon nouvel en cours. Donc ce sera un t-shirt d'été, d'été/ mi-saison. J'espère que il se positionnera bien. on verra. En tout cas, j'aime beaucoup cette dentelle. Elle est très simple à faire. C'est un rang sur deux. C'est-à-dire que sur un rang, on tricote les mailles comme elles se présentent. Et sur l'autre rang, voilà, on fait nos jetés et nos diminutions. Ah, je voulais vous montrer. Là. Vous voyez là, j'ai une maille en vert au milieu, et des deux côtés il y a des mailles en noir. Et la maille en noir qui est avant la maille en vert est particulièrement lâche. Ça arrive parfois sur mes tests que des gens qui débutent un petit peu aient ce souci-là en fait, d'une maille qui soit particulièrement lâche. Alors soit parce qu'il y a une maille en vert après, soit parce qu'il y a une augmentation. Ça arrive parfois sur les raglans que des gens aient un côté où ce soit lâche et ça fasse des petits trous. Souvent on dirait que les gens pensent qu'ils ont fait une erreur et que c'est un défaut. C'est parfaitement normal, c'est quelque chose qui est naturel dû à la tension du tricot. Donc ce n'est pas une erreur, ce n'est pas que vous tricotiez mal, c'est juste normal. Ça dépend un peu du fil, et ça dépend des échantillons, et ça dépend de votre manière de tricoter. Il y a plusieurs manières de réparer ça si vraiment ça vous embête. Là en l'occurrence ici, je m'embête pas trop parce vous voyez c'est cette maille en droit là qui est vachement écartée. Je m'inquiète pas trop parce qu'en bloquant ça va se réparer tout seul. Vous voyez, ça fait pas, si je tire un petit peu, ça ne casse pas visuellement trop la dentelle. Ça m'embête un peu plus quand par exemple il y a un panneau de torsade au centre et que d'un côté vous avez une maille qui est super lâche tout du long et de l'autre pas. Là comme c'est juste sur des petites portions et qu'après ça change, ça me dérange pas. Mais dans le cas où, quand vous êtes sur un cas de figure où ça vous... Là aussi ça le fait un petit peu, vous voyez. Là, cette maille là qui est lâche. Mais encore une fois, quand je vais bloquer, moi ça me choque pas. Mais si ça vous embête, il y a des petites techniques pour arranger ça. Moi ce que je fais en général c'est assez fastidieux, mais ça marche, c'est un petit côté méditatif, c'est que je vais
je vais prendre avec une aiguille, je vais tirer, admettons la maille elle est trop lâche, bah, je vais la prendre et je vais la tirer pour la resserrer. Et cet excédent là que j'ai, je vais continuer à le tirer le long du rang pour le répartir en fait. En fait, vous tirez un fil tout du long pour répartir l'excédent. C'est long, c'est fastidieux, mais ça marche. Donc quand j'ai vraiment un trou à un endroit, où ça c'est rare, mais quand ça arrive que j'ai un trou à un endroit où du coup qu'il y a cette maille super lâche à un endroit, je fais ça. J'ai vu pas mal de personnes faire une certaine technique pour arranger ça aussi, c'est sur la maille qui est lâche, la maille qui vous dérange, sur un rang, quand vous allez la tricoter, vous la tricotez dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, admettons, je vais faire une maille en droit, je passe le fil comme ça, donc par dessous l'aiguille. D'accord? On va le faire dans l'autre sens, on va passer le fil par dessus l'aiguille. En fait, plutôt que de faire ça, je fais ça. Juste vous passez le fil dans l'autre sens que d'habitude, ce qui tourne la maille, ce qui la met en fait avec les brins inversés. Et au rang suivant, vous devez la tricoter par le brin arrière pour pas la tordre, puisque du coup elle est inversée. Chez certaines personnes, ça arrange ce souci. Chez moi, ça marche pas. Voilà, c'est très perso, c'est une question de tension, c'est une question de fil, comme je vous l'ai dit, mais les quelques fois où moi j'ai essayé de le faire, ça n'a pas marché. Mais je sais et j'ai vu que chez certains ça fonctionnait. Donc essayez ça si jamais ça vous arrive. Mais voilà, encore une fois, des trous à côté d'augmentation de mailles en verre ou des endroits lâches, c'est normal, c'est parfaitement normal. C'est comme les trous et les mailles lâches là sous les emmanchures, ce n'est pas vous qui tricotez mal, vous n'avez pas fait d'erreur, c'est juste normal. C'est comme ça que ça fonctionne. On n'imagine pas vraiment quand on n'a pas trop l'habitude et qu'on voit les gens faire des tricots qui ont l'air impeccables. C'est marrant parce qu'on ne se doute pas forcément du nombre de triches derrière, de choses qui sont de la réparation, voilà, qui sont pas juste tricotées. Parfois il suffit pas de juste tricoter la chose et elle est parfaite sans avoir à rectifier 2-3 trucs ou à faire des petits bidouillages. Puis si tant est que ce soit parfait un jour, ça ne l'est pas. Mais voilà pour ce t-shirt d'été en dentelle. Encore une fois, pas de la dentelle compliquée, même si plus que ça forcément. Mais là, ce qui est bien, c'est que vous avez des mailles en verre qui rythment. Donc il y a une maille en verre ici et une maille en verre ici. Donc je n'ai pas eu besoin de mettre des marqueurs entre chaque répétition puisque la maille en verre me sert de marqueur en quelque sorte. Toutes les... Il y a combien de mailles entre les mailles en verre? Toutes les 7 mailles, je sais où je suis. Donc c'est hyper facile à mémoriser. Le motif est sur une trentaine de rangs et ça monte plutôt bien. Voilà. J'ai pas encore décidé exactement comment sera l'encolure. J'ai envie qu'elle soit un peu ouverte aussi. Donc je verrai. Mais voilà, je n'ai pas non plus trop décidé les finitions au niveau du col et des petits mancherons. Je ne sais pas. Je sais pas si je vais faire des côtes ou si je vais les laisser brutes. J'ai pas encore décidé. Je verrai quand j'y serai. Voilà. Voilà pour ce top d'été. Et du coup, c'est la fin de mes encours. Et je voulais vous parler un petit peu de laine. Du coup, vous montrer une jolie laine que j'ai reçue. Deux en fait, même s'il y en a une que je peux pas vraiment vous montrer. Et je vais prendre un carnet parce que j'ai écrit 2-3 trucs et je voudrais pas oublier des choses que je voulais dire. Alors, il y a quelques jours sur Instagram, j'ai parlé un petit peu du marché de laine non superwash en France. Alors, soit non superwash,
mais aussi un petit peu juste de fibres différentes en fait, de fibres spéciales, un petit peu intéressantes, un petit peu uniques, tout ça. En fait ça a été lancé sur, parce que j'ai vu passer Shigella Flexi, quelqu'un sur Instagram qui du coup a mis une capture d'écran du site de la droguerie, où dans la description d'un de leurs fils, il disait que les fils peignés sont de qualité supérieure aux fils cardés. Non, déjà. Et du coup, il y a beaucoup de mésinformations, je trouve, sur les qualités de fils. Est-ce que c'est fait sciemment par les grosses boîtes type la droguerie pour vendre leurs fils alors qu'ils savent pas vraiment de quoi ils parlent, ou peut-être ils savent de quoi ils parlent mais ça les gêne pas de faire d'énormes raccourcis, voire de mentir pour vendre leurs produits par rapport à d'autres. Mais il y a beaucoup de mésinformations et de désinformations, et je trouve que c'est dommage parce qu'il y a une méconnaissance générale sur la matière générale. C'est très vilain ce que je dis. Disons que ça arrive assez régulièrement que je lise des choses ou qu'on me pose des questions qui me font remarquer que en fait le problème au fond c'est une méconnaissance de la matière, ce qui est pas grave, hein, c'est pas dramatique, mais quand c'est alimenté par des vendeurs de fils, ça me rend un peu triste. Je trouve ça vraiment dommage parce que bah, c'est pas cool. Et quand on est mal informé, alors je suis désolée hein, si je lis un peu, c'est juste que quand on est mal informé, on risque d'être déçu parce qu'on va acheter une certaine laine, surtout si on l'achète en ligne ou qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est, que c'est un nouveau fil pour nous. On peut être déçu quand on va la recevoir, on peut être déçu quand on la tricote parce qu'on sait pas vraiment ce que c'est. Et en plus ça contribue un petit peu à l'appauvrissement général de l'industrie parce que si on se renseigne pas sur les matières, si on n'est pas intéressé par les fibres en tant que telles, alors c'est pas un impératif, hein, vous pouvez tout à fait tricoter pour plein d'autres raisons que l'amour de la matière ou avoir un intérêt spécifique sur les fibres. Mais c'est très lié quand même, ça peut avoir un impact sur votre tricot et ça a un impact aussi sur l'industrie parce que si on s'en fiche du type de fibre, du type de laine qu'on utilise, tout tend à faire un peu la même chose, un espèce de standard en fait qui est censé convenir à tout, quelque chose qui est le plus facile, disons qui est le plus commercialement valable, je suppose. Et en laine, du coup, ce qui est plus facile, c'est de faire un mérinos fin, donc un mérinos fin type australien, peigné, superwash. C'est vraiment le truc, on a l'impression, c'est par défaut. On se pose même pas la question. On se dit pas quelles sont les propriétés de ce fil, qu'est-ce que ça va faire, est-ce que c'est vraiment le bon choix. Et on arrive à des aberrations du style le mérinos c'est beaucoup plus supérieur à tous les autres fils de mouton, le peigné c'est de qualité supérieure, le superwash c'est de qualité supérieure. C'est peut-être le terme supérieur qui ne va pas, il faudrait peut-être vérifier que supérieur n'est pas synonyme de différent. Ça va peut-être changer, a priori ça ne l'est pas. Mais bref. Sans rentrer dans les questions d'écologie par rapport au superwash, parce qu'il y a plusieurs manières de le faire, ça a des avantages hyper concrets, donc c'est pas vraiment une question d'écologie, c'est juste que faire un fil superwash, généralement du coup du mérinos fin peigné, c'est un exemple parmi des dizaines et des dizaines de possibilités en fait, c'est juste un fil qui fonctionne d'une certaine façon, c'est pas le meilleur fil, ça doit pas être le fil par défaut. Et tous les types de fibres
types de fibres, les différentes manières de filer, les différents traitements. Ça offre énormément de possibilités différentes qui peuvent être plus ou moins adaptées ou qui en tout cas vont avoir des résultats différents. Et c'est ça qui est dommage, c'est que si on fait pas attention à ça, on juge mal de la conséquence. Donc on peut, voilà, ce que je disais, c'est qu'on peut être déçu parce qu'on va avoir un résultat qui est bizarre et on sait pas pourquoi et on a l'impression qu'on est nul et peut-être que le patron il est mauvais ou peut-être que c'est pas pour nous ou spécifiquement ce fil là il était nul. Non, c'est juste que c'est un fil qui a une personnalité, qui se comporte d'une certaine façon parce qu'il est fait de tel mouton, parce qu'il est peigné comme ça, parce qu'il est traité comme ça. Et donc, en discutant, j'ai discuté du coup après ces stories Instagram avec... parce que du coup je m'insurge et je râle comme un bébé et je fais un caprice et je dis j'en ai marre de voir toujours la même chose. C'est pas vrai, il n'y a pas toujours la même chose, mais du coup j'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal de teinturiers sur ce sujet-là, sur ce sujet de les fils standards, le superwash, le mérino peigné superwash. Et c'est un peu triste en fait parce que je le sais très bien, en fait ce qui sort de ça, ce qui sort du standard, ça a tendance à leur rester sur les bras. J'ai l'impression que c'est valable pour ceux qui ne sont pas spécialisés. Pour les teinturiers qui font presque exclusivement des fibres spéciales, des fibres non superwash, des matières un peu uniques, avec des mélanges spéciaux, eux récupèrent un petit peu tout l'intérêt potentiel peut-être de la clientèle, alors que les teinturiers qui ont une activité plus large, qui font un petit peu les deux, des fils classiques, mérino, superwash, tout doux, machin, tout ce que vous voulez, et qui ont aussi des bases non superwash plus rustiques ou des mélanges spéciaux, du coup ils ont du mal à écouler le stock de non superwash. J'ai l'impression que ça se vend pas, enfin, ça ne se vend pas, c'est pas juste une impression pour beaucoup d'entre eux. Et je sais pas, c'est peut-être un problème de public, c'est peut-être un problème de mise en avant. Ce qui est marrant, c'est que j'ai un peu l'impression que c'est différent à l'étranger. Au Royaume-Uni par exemple, les bases et les mélanges uniques, il y a une mode, il y a une vraie mode sur ça, à la fois chez les indépendants et chez des productions un peu plus industrielles. Voilà, après le rapport au tricot est pas du tout le même, donc ça sert à rien de vouloir copier-coller les systèmes. Voilà, c'est pas non plus... je suis pas en train de dire qu'en France c'est le no man's land et qu'au Royaume-Uni c'est le paradis des fibres différentes, pas du tout. Mais c'est juste qu'il y a plus de choix, il y a des grands noms, il y a John Arbonne, il y a Woolly Mammoth Yarn, il y a plein de designers type Marie Wallin, Susan Crawford aussi, elle avait une gamme de laine, enfin voilà, il y a plein de choses qui se font, et quelqu'un qui fait un garde sonore, il y a tellement de marques britanniques et Irlande, enfin voilà, tout le Royaume-Uni plus l'Irlande, voilà, en gros, qui ont une spécificité ou qui utilisent des fibres différentes. Voilà, il y a un peu plus de choix. Petit à petit, quand même, en France, on commence à voir des choses très différentes. Et en fait, j'en avais un peu parlé l'année dernière, quand beaucoup de marques se sont lancées avec les mélanges BFL Massam et BFL Gotland. Enfin, beaucoup de marques, il y en a deux. Il y en a peut-être plus que ça, mais bon voilà, je pense à Maison Corlaine, je pense à Nathalie de By Night. Imogen aussi, elle avait sorti, alors Imogen elle avait une base Mérino d'Arles, voilà, on a vu beaucoup le Mérino d'Arles aussi. Le Mérino français non superwash, en fait c'est la base type lisse des Home Natura, il y a eu l'idée Home Natura, bon ça reste du Mérino, mais au moins c'est non superwash. Et voilà, il y a eu une petite étincelle il y a un an, du coup avec plein de nouvelles bases, en particulier j'ai centré sur Maison Corlaine qui ont vraiment fait un petit boom avec, ils ont carrément du Wensleydale, voilà, des choses... Quand j'ai vu qu'ils avaient une base Wensleydale, je me suis dit comment ça quoi. Voilà, là récemment la Helix de la bien-aimée qui est intéressante aussi avec son mélange Gotland. Bref,
Il y a des petites choses qui commençaient à se généraliser. Mais voilà, c'est un peu long de changer un mécanisme et je sais pas, peut-être que j'étais un petit peu trop impatiente et j'ai toujours envie de pousser un peu plus et j'ai envie de voir 20 000 trucs différents. Mais c'est juste pas réaliste en fait, c'est juste... Et j'imagine que c'est aussi le cas des teinturiers, hein. J'ai discuté avec quelques-uns qui s'amusent beaucoup de regarder chez leurs fournisseurs quels mélanges sont possibles, qu'est-ce qui existe, et qui ont trop envie de tester de nouvelles bases et de teindre dessus, mais qui c'est pas réaliste parce qu'après c'est un business en fait, hein. Donc si on fait un peu n'importe quoi et que ça ne se vend pas, c'est dommage. Mais voilà, c'est juste que c'est long de changer des mécanismes qu'on a tous, hein, moi compris. Et quand ces mécanismes sont en plus accentués par un petit peu de mésinformation, désinformation, je sais pas pourquoi je dis mésinformation, c'est désinformation. C'est compliqué de changer ces mécanismes. Alors, pour ce qui est vraiment du côté non superwash, j'avais envie de dire 2-3 choses, parce que quand on demande aux gens ce qu'ils pensent du non superwash, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas envie d'essayer, tout ça, alors il y a des raisons tout à fait valables, hein. Comme je l'ai dit, le superwash a quand même des avantages non négligeables, mais parfois je lis des choses et je me rends compte en fait c'est juste de l'ignorance en fait. Alors je dis pas ça méchamment, hein. On est tous lignards de quelque chose et de quelqu'un. Mais je trouve que c'est intéressant de donner un peu plus de précision sur le non superwash, comment ça se comporte vraiment en fait. Parce que non, ça va pas se désintégrer à la moindre goutte d'eau. Enfin, c'est amusant que... C'est juste que je sais qu'il y a des gens qui refusent le non superwash par principe parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir le laver. Alors, j'espère que les pulls en mérino superwash cachemire ou les choses tenues en double avec du mohair, tout ça, le yak, machin, les pulls teints à la main là qui vous ont coûté 150 €, vous les mettez pas en machine à 90, hein, on est d'accord, parce que c'est dommage, hein. Faites pas ça. Tant que vous lavez quelque chose à la main, en fait, ça va pas être plus compliqué que ce soit non superwash. Évidemment, si vous faites des choses utilitaires qui vont être lavées plein de fois, des choses pour la maison, des couvertures, encore quoi que, bon, des choses pour les enfants, évidemment, c'est ridicule. Là, on prend pas trop de risques. Mais très peu de monde lave ses tricots à la machine en fait. Et en fait, pire, c'est que je trouve que le superwash c'est plus risqué en fait, parce que je trouve que c'est plus dangereux de laver un superwash sans faire attention, sans être hyper délicat, parce que le superwash ça s'étire, ça s'étend, c'est lourd, c'est plus dense et donc ça se déforme. Alors que le non superwash, le tissu se lisse, le tissu s'étoffe, mais jamais un tricot non superwash que j'ai fait n'a bouché au blocage. C'est-à-dire que je finis le pull, je l'essaye, il va rester comme ça. Je sais exactement la longueur, je sais exactement tout, il reste comme ça. On peut l'étirer si on veut en mettant des épingles, 2 jours après il va remonter. Ça ne bouge pas. Contrairement au superwash où, bah voilà, j'imagine que si on met un fil mérino superwash en machine, même à cycle doux, moi j'ai plus peur de ça que de mettre un non superwash, de l'agiter un petit peu trop et même de le mettre en machine. Certains mettent les non superwash en machine. La Holzgarn Super Soft, elle est réputée pour, quand vous avez un cycle froid avec peu d'agitation, les moins de tours là, il faut voir le tour par minute, la Holzgarn Super Soft en machine, c'est génial parce que comme elle a plein d'huile de filage, la laver à la main c'est un petit peu pénible. Il y a plein de gens qui mettent leur tricot super soft à la machine, qui leur sortent et hop c'est bon, c'est prêt, c'est plié, elle est complètement lavée, tout s'est étoffé, tout va bien, ça s'est pas du tout abîmé, ça s'est pas feutré.
il faut faire attention, évidemment, on le met pas, comme je vous le dis, on le met pas à 90, à 600 000 tours par minute, mais en même temps, on fait pas ça non plus avec des laines superwash. Donc voilà, juste à penser par exemple aux pulls de marin, aux pulls islandais, aux pulls en ferraille, des pulls qui sont faits pour résister au temps, pour résister à la friction, parce que c'est pour du travail en extérieur, du travail physique. C'est des pulls qui sont faits pour être résistants et qui ont duré des années, puisqu'on en retrouve des décennies après en parfait état, et ils sont faits en laine non superwash. Donc voilà, c'est pas... Oui, le superwash, c'est hyper pratique pour des choses d'enfant, c'est une sécurité mentale, mais le non superwash, c'est pas non plus hyper fragile. Après, au niveau de la teinture, et encore je suis pas sûre que ce soit, parce que moi j'ai teint vite fait des 3 trucs et je sais qu'il y a plein de gens qui teignent en non superwash et qui à chaque fois disent c'est pas si difficile que ça, c'est différent c'est sûr, mais voilà, c'est un autre procédé de teinture. Donc là moi je parle vraiment du côté utilisateur. C'est sûr que pour le teinturier, les teinturiers, le superwash a plein d'autres avantages, notamment le fait de prendre la couleur de manière beaucoup plus régulière, de faire de meilleurs speckles et voilà, et d'être un peu plus comment dire, oui, voilà, juste ça, les couleurs sont plus facilement reproductibles en superwash, si j'ai bien compris. Après, c'est pas quelque chose d'impossible, la preuve ça existe, mais voilà, le superwash a des avantages aussi pour les personnes qui travaillent derrière et qui teignent la laine. Ça, c'est clair. Bref, ce que je veux dire, c'est que du côté utilisateur, il faut pas avoir peur des laines non superwash. Et voilà, j'ai vraiment envie d'encourager les gens à essayer, vraiment, ne restez pas sur des a priori, renseignez-vous sur la laine que vous utilisez, sur les propriétés des différents fils, qu'ils soient du coup les classiques Merino Superwash ou des choses un petit peu plus intéressantes. Pas que ce soit pas intéressant le Merino Superwash, c'est juste, voilà, c'est ce que je dis souvent, c'est que quand je regarde un site d'une marque de laine, que ce soit en indépendant ou plus souvent en plus des fils commerciaux, et que je vois que la différence entre qu'il y a 50 bases, mais que le truc c'est 100% Merino Superwash, 100% Merino Superwash mais retordu, 100% Merino Superwash 4 brins, 6 brins, et ensuite il y a 90% Merino Superwash 10% nylon, 85 15, 80 20, 75 25. Il y a une petite différence, mais disons qu'au bout d'un moment, moi je suis là, je cherche je regarde un petit peu, je me fais une idée, je cherche quelque chose, puis au bout d'un moment je dis bon, ok, il y a du Merino Superwash, ouais, c'est bon, j'ai compris. Voilà, juste, il faut savoir ce que c'est, comment ça se comporte, et peut-être qu'il y a d'autres types de choses qui pourraient vous intéresser aussi, et ne restez pas par défaut sur quelque chose parce que c'est dommage, tout simplement. Il y a plus de choix de laine que juste la couleur, en fait. C'est ça que j'essaie de dire. Du coup, plutôt que de râler, et d'embêter tout le monde, et d'embêter les teinturiers, parce que, voilà. J'ai mis en story à la une sur mon Instagram, j'essaierai de mettre le lien, j'ai rassemblé un petit peu des marques, des teinturiers basés en France, en Belgique aussi, et en Suisse, peut-être. Je crois que j'ai quelqu'un en Suisse, je ne suis pas sûre. En tout cas, autour de l'Hexagone, dans l'Hexagone ou autour de l'Hexagone, parce que c'était surtout ça mon problème. Puisque du coup, c'est très différent au Canada et aux États-Unis et du coup au Royaume-Uni. Mais bon, au bout d'un moment, ils sont bien gentils, les anglo-saxons, mais ça va, hein. Zut. Des choses françaises, des marques françaises qui font des mélanges un peu différents. Soit parce qu'ils sont non superwash, soit parce qu'il y en a qui sont superwash mais qui sont un mélange amusant, par exemple avec le mohair qui est filé dans la laine, ça c'est super intéressant, j'aime beaucoup. Voilà, soit des fibres carrément complètement différentes, ou voilà des gens juste qui ont un mérino non superwash, un mérino français ou européen non superwash, mais qui le teignent
d'une façon intéressante, d'une façon variée, avec des speckles. Alors ça rend pas pareil, mais c'est chouette aussi. Voilà, donc quelque chose d'un petit peu différent, avec différents niveaux de rusticité. Parce que voilà, c'est aussi quelque chose, hein, c'est souvent l'autre a priori préjugé, on va dire, par rapport au non superwash, c'est que donc ça se lave pas facilement. Je vous assure que c'est ok. C'est même, voilà, ce que je vous dis, c'est que c'est plus sûr, plus fiable que du superwash pour beaucoup de monde. Et le deuxième truc, c'est que ça gratte. Maintenant, en fait, ça dépend de la fibre. Par exemple, dès que vous avez un mélange avec de l'alpaga, la fibre de l'alpaga, elle n'est pas traitée superwash, c'est bon. Et voilà, si vous supportez du mohair, il n'y a vraiment pas de raison que vous puissiez pas au moins essayer un mérino européen qui est différent des mérinos fins type australien ou Falkland. Mais voilà, les mérinos d'Arles, les laines qui sont type des Rerum Natura, tout ça, il y a beaucoup de teinturiers français maintenant qui ont ça. Et ça peut un petit peu vous amener vers d'autres types de fibres qui sont un petit peu plus différentes. Vous avez des laines de pays, en France on en a pas mal, vous avez des laines bretonnes, vous avez des laines dans le sud-ouest. Ensuite vous avez tous les mélanges, les 20 milliards de races de moutons qui sont au Royaume-Uni, que ce soit du BFL, du Massam, du Wensleydale, le Schwarzbols, tout ça, toutes ces choses-là, les moutons du Devon. Après vous avez des fibres comme le Corriedale, il y en a un petit peu qui arrive, le Corriedale. Vous avez les bases Highland, qui sont pas écossaises mais péruviennes, en fait. C'est rigolo du coup. Après voilà, il y a des fibres qui sont chouettes, type le Chevio, le Rambouillet, mais ça c'est des fibres américaines, donc c'est loin. Mais juste en France, il y a beaucoup de choses hyper chouettes, soit de fabrication française avec des moutons français, soit juste voilà, des marques ou des teinturiers français qui ont des laines hyper intéressantes. Et voilà, donc j'en ai mis sur mes stories à la une en Instagram, ça s'appelle Fils Spéciaux. Alors voilà, vous avez un peu compris mon idée derrière le mot spécial. Mais voilà, du coup, bah, j'ai craqué. Et j'ai commandé pas mal de choses. J'attends une commande de Tôt le Matin Yarns, normalement, qui... Voilà, c'est typiquement ce que je veux dire, c'est que j'avais déjà commandé chez Lauriane, c'est Lauriane son prénom, je crois, de la laine. Du coup, je crois que j'ai de la BFL dentelle et une base chaussette. Mais je savais qu'elle faisait des laines très douces, très jolies, et qu'elle avait aussi des gammes unies. Mais je savais pas qu'elle avait de base non superwash. Et en fait, quand on regarde sur son site, il suffit de regarder au bon endroit. Voilà. Et elle a énormément de choix de base. En plus, donc Tôt le Matin Yarn, c'est à la commande. Donc bah, vous faites ce que vous voulez en fait. Et elle a beaucoup de bases superwash. Mais elle a aussi beaucoup de bases non superwash. Et avec des mélanges intéressants. Donc je lui ai commandé le mélange Corriedale et Mohair. Que j'ai vraiment hâte de voir. J'ai discuté un petit peu avec Rachel Seziepa qui l'avait utilisé et elle m'a montré un petit peu ce qu'elle avait fait. Ça m'a l'air chouette, il a l'air un petit peu fin, donc il va falloir que ça m'inspire pour essayer un truc. Et elle a une base Highland, pure laine non superwash aussi. Et voilà, j'ai trouvé mon bonheur parce qu'en fait, ce caprice, le caprice que j'ai fait est parti du fait que je cherchais un fil. Je cherchais un fil worsted avec une définition ok, mais je voulais quelque chose vraiment de laineux, quelque chose d'intéressant. Enfin, je voulais arrêter de tout faire en Gilliatt de des Rerum Natura, que j'adore, mais au bout d'un moment, je voulais changer. Je voulais voir s'il n'y avait pas autre chose. Et voilà, c'est un autre problème, c'est qu'en laine épaisse, il y a encore moins de choix, parce qu'aussi, bah, c'est cher. Donc pareil, ça se vend moins, bon, c'est tout à fait normal. Mais voilà, je cherchais de la DK ou worsted, non superwash, quelque chose, et je trouvais pas, et c'est pour ça que j'ai râlé. Tôt le Matin Yarns, elle a de la Highland DK, non superwash, donc je lui ai pris ça. Donc voilà, j'ai prévenu, hein, j'ai dit,
Bon, du coup, maintenant que j'ai trouvé la bonne catégorie sur ton site, je vais probablement péter un câble, ce que j'ai fait. Et j'ai aussi trouvé autre chose. J'ai aussi trouvé Renaissance Dying, dont j'avais déjà entendu parler, mais j'avais pas vérifié parce que voilà, j'ai pas regardé ce dont il s'agissait. Je sais plus qui me l'a rappelé, merci énormément, parce qu'en plus c'est juste à côté de chez moi, c'est en Ariège, ridicule. Et donc Renaissance Dying, du coup, qui fait de la ceinture naturelle avec, alors j'ai vu deux bases, j'ai vu un mérino d'Arles et du Dorset. C'est typiquement ça, c'est juste, c'est une race spécifique qui est peut-être moins mise en avant, mais qui est tout aussi valable. Et du coup, je me suis jetée dessus. Donc c'est du bio, apparemment c'est bio, Paul Dorset, qui est élevé et teint en France. Voilà, voilà. Donc ça c'est de la fingering sport, il y a 350 mètres au 100 grammes. Et donc le Dorset c'est hyper doux. C'est très proche de nos mérinos français d'Arles en fait, c'est sensiblement... Voilà, c'est sensiblement la même texture. Là, on a un fil qui est rond. Alors, je sais pas combien. Il y a 4, enfin, il y a écrit 4 ply, mais ça veut pas dire forcément qu'il y a 4 brins. Vérifions. Il y a bien 4 brins qui, je pense, va avoir une très jolie définition, qui est pas trop poilu, qui est super doux. Je le trouve même un peu plus doux que beaucoup de mérinos d'Arles. Non, super moche. Qui est moelleux, qui est bon. Les chevaux est dégueulasse parce que c'est moi qui les fait. C'est moi qui les ai remis. Mais je trouve tellement joli. Et voilà, c'est moelleux. C'est vraiment, c'est doux. Il n'y a pas de... Non. C'est plus doux même que la Ulysse de Déléon Natura. Il n'y a aucun souci au niveau du cou. Même en faisant tout l'effort du monde pour mériter, je n'y arrive pas. Voilà, et je pense que ça va avoir une jolie définition. Et j'ai vraiment hâte de... Je vais enlever mon gilet parce qu'en fait je suis en train de décéder du bras. Et voilà. Faut pas que ça touche à ça. Alors, du balai. Et du coup du Dorset qui est super moelleux, super doux, je l'aime beaucoup. Et ça deviendra un gilet. J'ai pris 3 écheveaux. Alors, au début... j'ai vu une couleur qui s'appelle Toulouse et qui a été teint à la Garance et qui était rouille. J'ai fait un effort, j'ai pris autre chose, d'accord, c'est bon. Donc ça c'est teint au cachou et c'est un beige grisé. Oui, c'est beige. C'est un beige un peu foncé que je trouve très joli et j'en ferai un gilet avec une texture parce que je pense que ça va bien mettre en valeur le fil. Mais voilà, c'est le coloris Kéribus ou Kéribus, je prononce peut-être ça très mal. L'Ariège c'est à côté, mais c'est pas non plus, c'est pas chez moi non plus. Mais voilà, je suis super contente de ma découverte. Et voilà, c'est typiquement ça, c'est quelqu'un m'a dit regarde Renaissance Dying. J'ai regardé Renaissance Dying, j'ai vu Dorset, j'ai dit ah oui, c'est un peu l'effet. Oh mon dieu, une race de moutons différente, je fonce. J'ai un peu ce réflexe-là, du coup, voilà, j'ai envie, par principe, de soutenir des élevages de bêtes différentes, de soutenir des choses un petit peu plus rares. Et j'ai envie de vous en parler et un petit peu d'essayer de vous donner les clés et de vous dire, bah ça c'est plutôt comme ça c'est plutôt comme ça. Typiquement, ça, voilà, si vous avez envie d'essayer, mais vous avez peur que ça pique, machin... ça c'est vraiment très très doux, donc c'est vraiment hyper accessible, faut pas hésiter. Voilà, faites éventuellement un gilet, quelque chose que voilà, que vous savez que vous allez porter, même si au final vous vous révéliez hypersensible. C'est assez rare d'être hypersensible, en vérité c'est une question d'habitude, ça arrive hein, bien sûr, mais c'est rare. Mais voilà, faut pas hésiter, n'hésitez pas, vous prenez un écheveau, vous faites, je sais pas, un bonnet, des moufles, un bonnet si vous avez des cheveux, des moufles, ou je sais pas, des grosses chaussettes. Je pense que ça peut être suffisamment solide pour faire genre des grosses tricotées serrées, des grosses chaussettes d'intérieur, par exemple. Et comme ça, vous voyez, vous touchez, qu'est-ce que ça donne, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, et
et vous voyez si vous pouvez aller plus loin et éventuellement faire un vêtement, et si vous allez découvrir le monde merveilleux de toutes les possibilités de fils qui existent. J'en profite pour vous montrer, alors il ne faut pas que je vous montre ça. J'ai reçu ça, je peux pas vous dire ce que c'est. C'est pour une collaboration qui sortira dans quelques mois, c'est un nouveau fil. Ce n'est pas moi qui ai choisi la couleur, d'accord? C'est pas ma faute. Là, c'est pas moi qui ai choisi la couleur. Mais je suis quand même très contente. J'avais proposé une autre couleur, mais on m'a dit « Oh non, moi j'aime bien celle-là quand même. » Du coup, j'ai dit « Ouais, ok, je vais faire un effort. » Mais voilà, donc ce sera pour une collaboration dans quelques mois. Ça, c'est un fil de Landes de Bretagne. C'est un fil spécifique français. Et je le trouve trop trop beau. Et j'ai vraiment hâte de travailler avec et de vous en parler. Voilà. J'espère que vous n'avez pas vu l'étiquette au début. Ne zoomez pas. Normalement... Ouais, si, c'est marqué dessus. Mais vous ne voyez pas. Voilà. Donc j'ai un peu tout dit. J'ai beaucoup trop parlé encore. Petit mot sur Nausicaa, du coup, que j'ai complètement oublié et que je filme 3 heures après, parce que je viens de m'en souvenir. Sionac Yarns, donc, qui est une teinturière qui fait de la teinture naturelle depuis l'Irlande, du coup qui est franco-française, voilà, qui est en Irlande. Prépare une box pour cet été, donc en fait vous pouvez commander la box, elle sera disponible courant juin, on ne sait pas encore exactement, mais je voulais vous en parler parce que ça risque d'arriver avant le prochain épisode. Donc elle met en place une box en fait où vous aurez tout ce qu'il faut pour tricoter Nausicaa. Donc Nausicaa qui est c'est peut-être une bonne idée, Audrey, de le prendre et de le montrer, n'est-ce pas? Designer en carton, je vous jure. Donc Nausicaa qui est du coup le vêtement simple de juin de l'année dernière. Cette année vous avez Juni, l'année dernière il y avait Nausicaa. Donc qui est un petit t-shirt d'été, tout simple, raglant, qui est super cropped dans mon cas, mais que vous pouvez rallonger avec juste ce petit détail de côte-torse. Voilà, et vous avez aussi des petits jetés autour du col, mais vraiment un t-shirt hyper simple, hyper basique. Et du coup, avec la box de Sionac Yarns, vous avez le patron inclus et les écheveaux dans une de ces bases que je ne vais pas prononcer, mais c'est une base 100% Corridel. Et le Corridel, c'est super. C'est un fil qui est ultra résistant, qui est très doux, c'est assez proche du mérino. Dans les théories de fils solides, le Corridel est le fil naturel le plus solide pour des chaussettes. Voilà, c'est avec le chevillon un petit peu, c'est un petit peu la guéguerre, mais c'est super solide. C'est très doux, ça a une belle définition et Sionac Yarns va donc teindre un coloris spécial et vous pouvez commander la box avec le Corridel et le patron pour tricoter Nausicaa. Donc sa base Corridel marchera très bien pour ce petit top avec la définition pour les côtes-torse. Et voilà, ça peut être une petite idée si vous avez envie de découvrir une nouvelle fibre et si vous aviez envie de tricoter Nausicaa qui est tout fripé. Je ne l'ai pas encore porté cette année donc il est tout plié. Et si vous aviez envie de tricoter Nausicaa, voilà, il sera dans la box de Sionac Yarns. Je vous mets le lien vers sa boutique en bas, mais voilà, de toute façon je relayerai son annonce une fois que ce sera disponible. Mais voilà, c'est la petite annonce que je voulais vous faire au sujet de Nausicaa. Si jamais vous aviez envie d'un petit projet d'été. Voilà. Petit blabla Patreon. Donc nous, c'est un nouveau mois. Donc ce mois-ci sur Patreon, comme je vous l'ai dit au début, j'ai fait une vidéo qui parle des différents types de fils estivaux. Donc des fils type coton, type lin, soie,
un petit peu chanvre, un petit peu tencel, un petit peu tout ça, sachant que je connais pas tout, au contraire je connais pas beaucoup de choses. Mais voilà, un petit peu pour vous donner les justement, parlons de caractéristiques de fils. Voilà, les caractéristiques des différents fils estivaux qu'on peut essayer. Leurs résultats selon les différentes techniques, donc qu'est-ce que ça donne en dentelle, qu'est-ce que ça donne en torsade, en jacquard, voilà. Et donc ça c'est la vidéo, et je parle aussi, je vais faire aussi dans les jours qui viennent, je vais écrire un article sur quel modèle pour un fil 100% végétal, puisque j'ai eu pas mal de questions. Ça revient assez souvent de gens qui demandent si est-ce que tel modèle peut être fait en fibre végétale, est-ce que ça va marcher. Oui, voilà, c'est une question intéressante parce que souvent on a l'impression qu'il faut s'arrêter au type de fil choisi par le designer pour le prototype. C'est pas forcément le cas. Au contraire, faut pas hésiter. Mais voilà, donc il y a peut-être des choses à savoir. Encore une fois, il faut juste savoir comment les choses vont se comporter, et là on peut tout faire. Et du coup, j'ai fait un article sur les recommandations générales, voilà, quelle construction est à recommander, quelle construction il faut faire un petit peu attention, il faut savoir un peu ce qu'on fait, quel type de dentelle fonctionne bien avec du lin, parce que c'est pas tous les types de dentelle forcément. Quel type de torsade fonctionne bien, soit en coton, soit en lin, parce que forcément ça se comporte pas de la même façon. Voilà, disons des recommandations théoriques générales. Et j'ai aussi fait une sélection sur Ravelry, et donc ça c'est accessible à tout le monde, c'est public. C'est juste que c'est en lien avec cet article sur Patreon. Mais si vous êtes en mal d'inspiration pour des modèles estivaux, j'ai fait un bundle de favoris Ravelry, donc je vais vous mettre le lien dans la description. Ce sera tout en bas du coup. Donc j'ai sélectionné plein de modèles sur Ravelry qui me paraissent, ou qui je suis sûre, sont faisables en fil 100% végétal. Donc soit coton, soit lin en fonction des caractéristiques du modèle, soit chanvre, soit bambou, soit voilà, d'autres choses. Mais en tout cas des fils qui n'ont pas de pourcentage de laine. Voilà, donc c'est une sélection de modèles, il y a un peu tout, il y a des modèles en français, en anglais. Normalement j'ai rangé ça de sorte que je crois que c'est les 12 premiers qui sont gratuits. Voilà. Mais voilà, c'est une petite collection de patrons disponibles sur Ravelry où, oui, là, clairement, vous pouvez les faire avec des fils végétaux d'été. Il n'y a aucun problème, c'est sûr, c'est clair et net. Voilà, donc si jamais ça vous dit de jeter un œil, vous pouvez regarder ça. Et en tout cas, sur Patreon, vous avez l'explication derrière les choix qui ont mené, enfin ce qui me permet de dire ce modèle, oui, ce modèle peut-être pas, ou alors il faut faire quelque chose pour compenser ça. Voilà pour le thème de ce mois-ci sur Patreon. Si ça vous intéresse de voir ce sujet sur les fibres estivales, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Patreon. Comme d'habitude, vous venez, vous partez, il n'y a aucun souci. Vous pouvez venir juste pour le mois de juin et vous avez accès en fait à toutes les vidéos techniques depuis octobre de l'année dernière. Oui, ça peut pas être de cette année. Je ne voyage pas encore dans le temps. J'essaye, mais j'ai pas réussi. Si vous avez des astuces, n'hésitez pas. Mais voilà, pour la vidéo et le thème technique de Patreon, du coup j'ai fini, enfin. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Je rappelle juste, voilà, du coup, que pour mon anniversaire, il y a une grande semaine de promotion sur tous mes patrons qui sont à moins 28% sur Ravelry. Donc vous mettez juste 28, vous prenez tout ce que vous voulez. Voilà, c'est bon. Et vous avez Juni, du coup, le nouveau modèle d'été, s'il vous plaît. Voilà. Je vous retrouverai d'ici quelques semaines, peut-être 2, peut-être 3, je ne sais pas. En attendant, portez-vous bien, j'espère que tout va bien de votre côté, et je vous dis à la prochaine. Salut!